le terrain, dans bâtiment, on parle chiffres, contraintes, rendement. GTB, décret, tout c'est clair. Ici on discute vrai, on enlève les barrières. La brève de l'énergie, ça parle concret, ça parle la vie, technique, économie. La brève de l'énergie, tous les jours plus clair aussi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode dans le garage de la brève de l'énergie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas, comme lors du premier épisode, mais aussi pour la première fois d'Alexandre, notre directeur financier. Alexandre, je vais te laisser en quelques mots te présenter. Bonjour à tous, enchanté, Alexandre Duvauchel, en charge de tout ce qui est administratif et financier au sein d'Alva France, Alva Espagne et Alva prochainement Luxembourg. Donc c'est un plaisir pour moi de participer pour cette première fois ici. Super. Et donc aujourd'hui, comme la dernière fois, 4 thèmes. L'idée, c'est de faire des petites capsules rapides, comme la dernière fois. On commencera par quelque chose que j'observe depuis récemment sur LinkedIn, les pseudo-consultants d'Ecrebax qui apparaissent comme des champignons partout sur LinkedIn. Et on abordera ce sujet après qui disent quand même des énormités. Un thème un peu plus financier, puisqu'on a la chance d'avoir Alexandre sur la gestion de la trésorerie pour les entreprises du bâtiment au sens large, c'est-à-dire électricité, CEC et donc GTB, vrai sujet d'actualité. Ensuite, on se posera la question un peu de quelle est la culture de la GTB en Europe, donc pas seulement en France, comment le sujet est abordé dans d'autres pays, et on prendra justement l'exemple du pays dans lequel on est implanté depuis le plus longtemps en dehors de la France, qui est l'Espagne. En quatrième, on parlera des C2E. Est-ce que ça vaut encore le coup d'aller chercher des C2E aujourd'hui pour installer une GTB? Et enfin, on parlera des bureaux d'études et du décret BAX pour justement un peu discuter des entreprises qui ne sont pas accompagnées et du résultat que ça donne lorsqu'on n'a pas un bureau d'études aux côtés d'une entreprise qui souhaite installer une GTB dans le cadre du décret BAX. Ceci étant dit, messieurs, dames, plongeons-nous dans le premier thème, qui sont les pseudo-consultants d'Ecrebax qui apparaissent sur LinkedIn. Alors j'ai tenu un peu à parler de ça parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais on a de plus en plus de gens, forcément, avec le décret BAX qui se popularise, tout comme le décret tertiaire, on a de plus en plus de personnes qui s'improvisent, en tout cas pour moi, s'improvisent experts, consultants décret BAX sur LinkedIn, et qui font des posts qui sont complètement faux. Et en fait, j'en parle aujourd'hui avec vous, vous me donnerez votre avis juste après, Thomas, Alexandre, mais moi je constate de plus en plus de posts sur lesquels je commente, où on a les confusions classiques. Enfin déjà, c'est des personnes qui n'ont pas d'historique, c'est le premier point. Ces gens qui disent qu'ils ont accompagné des gens, qui ont fait de la GTB depuis je sais pas combien de temps, mais en fait c'est des gens concrètement qu'on n'a jamais vus auparavant, ni dans une boîte de GTB, quand on regarde leur CV, ni de formation, ni quoi que ce soit. Enfin, ils sortent de nulle part, et à chaque fois, c'est avec un ton très péremptoire, pour expliquer en fait que les entreprises ont besoin d'être accompagnées et qu'avec eux, ça se passera bien, mais à chaque fois, on retrouve toujours les mêmes choses. Un, il faut une classe C pour être conforme au décret BAX, donc la classe C de la norme ENEF, ce qui est complètement faux. Deux, moi je trouve que c'est ça qui fait le plus de mal en fait à notre secteur, c'est qu'il nous explique en fait que telle classe de GTB égale tant de pourcentage d'économie, donc on ne sait pas comment, en fait, comme ça, par magie. La classe C, ce serait 5% d'économie, la classe B, ce serait 10-20%, et puis la classe S serait plus de 30%. En fait, on se bat comme ça, c'est chiffre à la volée. Justement, peut-être Thomas, tu peux expliquer ce que c'est une GTB de classe C par rapport à nous, ce qu'on a fait. On a fait de la classe C, on a fait de la classe B, on n'a jamais fait de classe A, je pense. Peut-être la distinction justement entre la classe C qui sont des GTC ou des choses qui peuvent être très simples, notamment la distinction avec les aérothermes. Voilà. Et peut-être avant de te laisser la parole, petite précision, cette norme ENEF, elle est très intéressante parce qu'elle est exhaustive, elle est détaillée, mais cette norme ENEF, elle établit une classe sur le bâtiment qui est dépendante et du système GTB, mais aussi et surtout des équipements déjà présents sur le site. Et peut-être tu peux nous donner ce point de précision, Thomas notamment, puisqu'on a rencontré ce cas un millier de fois, quoi. Eh ben parfait, bonjour tout le monde, content d'être présent pour ce deuxième épisode. Donc pour répondre à ta question Maxime, alors effectivement pour la classe C de la norme ENEF, qui est un guide d'application entre guillemets, enfin c'est une norme à part entière qui va détailler à partir de chaque équipement, que ce soit émission, distribution, production, comment on fait pour les réguler, quelle méthode on a utilisée pour les réguler, et de là ça va venir déterminer une classe de GTB. Alors, ça ne sera pas une classe à part entière, on dissocie, chaque composant va avoir sa classe. Donc par exemple, on peut avoir une classe différente pour le chauffage, une classe différente pour la production du froid qui va gérer la climatisation et le confort des occupants.
Donc pour par exemple le cas des aérothermes, dans la classe C, on doit réguler cet aérotherme simplement en on-off, par exemple, avec une vanne on-off sera largement suffisant. Donc si on régule à la fois le moteur qui va faire la ventilation et à la fois la vanne, le gaz ou quoi que ce soit en on-off qui va faire l'apport de chaleur, dans ce cas-là, on sera complètement dans la classe C. Et plus on monte en classe, plus il faut faire une régulation fine et qui s'adapte un peu à la consommation du bâtiment. Voilà. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question, Maxime? Oui, en résumé, la plupart du temps, on croise des aérothermes gaz, un peu comme celui qu'on a là. Je sais pas si on l'aura sur le gros plan, mais on en a un derrière nous d'aérotherme qui est au gaz. Et en fait, si on regarde les prescriptions de la norme NF, la plupart du temps, sur les aérothermes gaz, on n'a pas la possibilité d'aller réguler finement comme le voudrait la norme, en classe B ou en classe A. Donc c'est le cas en fait de la majorité des grandes Mhm. surfaces, Oui. commerces, etc. Supermarchés, hypermarchés, etc. Et donc déjà, par définition, en fait, donc c'est complètement con en fait de dire la classe C c'est 5% d'économie. On peut faire beaucoup plus que 5% d'économie en étant classé. Mhm. Parce qu'on est en classé en raison de l'aérotherme qui ne peut pas être plus que C, ni A, ni B, en fait, et ça arrive à plein de gens qui se sont Tout à fait fait. retoquer là-dessus. Mais je trouve en fait que de plus en plus sur LinkedIn, bah forcément, quand j'ai commencé à parler du décret bac sur LinkedIn, c'était il y a 2 ans et demi, il n'y avait pas grand monde. Bah, c'est ça qui a marché aussi. Il n'y avait pas vraiment grand monde. Maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment plein de gens, de plus en plus qui prennent la parole. Et c'est souvent, moi, ce que je vois, des consultants, et c'est pas forcément les meilleurs. Donc, il y a cette confusion de norme NF décret bac, parce que je le précise quand même, la norme NF n'a rien à voir avec le décret BAX, n'a jamais eu rien à voir avec ce décret. C'est simplement une norme qui vient préciser des fonctions de régulation et qui a été obligatoire dans le cadre de la sollicitation des certificats d'économie d'énergie qui sont une subvention financière pour l'installation d'une GTB. Enfin, pas que, mais en tout cas, il y avait une fiche et elle existe toujours sur le système GTB. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé des classes tout de suite, parce qu'il y a eu des GTB à 0 € si elles étaient au top du top, c'est-à-dire classe A. Mais aujourd'hui, la confusion, dire qu'une classe C égale conformité des CREVAC, c'est faux. Et en fait, déjà, ces consultants, c'est le premier point en fait où on repère un consultant nul, c'est que déjà, il commence à dire, moi, je viens auditer votre classe, et puis si c'est classé, vous êtes conforme. Et puis classe A, c'est encore mieux, classe B, c'est encore mieux. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir là-dessus. Et enfin, le dernier point là-dessus pour moi, c'est les retours sur investissement à la volée, qui sont ni sourcés, ni backés par quoi que ce soit, en fait, puisque selon le bâtiment, en fait, ça n'a pas de sens. On peut faire de la classe B, par exemple, sur les chaudières, ce qu'on fait souvent, en fait, hein, finalement, quand on a des possibilités de régulation plus fines sur l'hydraulique, et on peut faire 30-40%. Et si on avait voulu faire classe A, ça aurait impliqué des détecteurs, mais quand on a tant d'inertie sur, par exemple, des radiateurs avec du chauffage hydraulique, ça n'a aucun sens, en fait. Mm. On fera rien de plus. Genre, même si on met des détecteurs, ça sert à quoi? Le radiateur, pour qu'il chauffe ou pour qu'il redescende, la pièce, ça va mettre mais, des heures. Donc, faire de la détection à 30 minutes près, enfin, ça sert à rien. Et donc voilà, bref, on va pas passer tout le podcast là-dessus sur les pseudo-consultants des Crébax, mais faites attention puisque on a de plus en plus de gens avec un... Moi, ce qui me choque, c'est l'aplomb, en fait. C'est l'aplomb de dire des conneries, en fait. C'est avec quel aplomb ils viennent dire ah, les entreprises, elles se foirent parce qu'elles sont pas accompagnées, et puis en fait, puis ils font toutes ces confusions derrière dans leur post LinkedIn. Et bon, heureusement, ils font quoi, 5-6 likes, des trucs comme ça, c'est pas bien méchant, mais bon, c'est quand même public, et en fait, les entreprises qui seront accompagnées par ces gens-là, parce qu'il y en aura, bah, elles feront n'importe quoi. Genre, ce sera n'importe quoi. Et puis s'il y a un contrôle, c'est ça que je dis, s'il y a un contrôle sur un norme NF et les C2E, bah, quand elles vont se faire flag, elles pourront se retourner contre le gars, mais le gars c'est un indépendant, je sais pas, un autre entrepreneur, je sais pas quoi, il sera parti. Hein. Enfin, putain, hop, terminé. On va passer au deuxième thème, justement. Je vais me retourner plus vers Alexandre. Sujet d'actualité, la gestion de la trésorerie. Enfin, pas que d'actualité, ça a toujours été un sujet dans le bâtiment. La gestion de la trésorerie. On va parler de ça parce que même si on fait de la GTB, on est quand même très proche des secteurs de l'électricité, des chauffagistes, des gens qui font du génie climatique. Les paiements sont toujours longs. Il y a beaucoup de choses qui se disent que dans le public, c'est des mauvais payeurs. Bon, peut-être tu nous feras ton retour, que c'est pas forcément le cas, mais là-dessus, toi, décris-nous un peu ton quotidien là-dessus, Alexandre. Comment on gère une trésorerie quand on est une entreprise dans le bâtiment avec ces délais qui sont super rallongés, notamment sur les chantiers qui peuvent durer plusieurs mois? Ouais, bah, clairement, bah, en tant qu'entreprise du GTB, on est clairement entreprise du secteur du bâtiment. Les sujets financiers dans le secteur du bâtiment et notamment de trésorerie, c'est un enjeu capital et même majeur pour la santé financière de l'entreprise et vers l'avenir, surtout quand ça grossit. On sait que c'est un sujet chez les particuliers d'aller chercher des artisans qui ont peur que les travaux se finissent pas. Parce que l'artisan met la clé sur la porte et s'en va, c'est une peur chez les gens qui est énorme.
À l'échelle d'un artisan, d'une PME, ça commence à être de moins en moins le cas, à l'échelle d'un grand groupe encore moins. Mais effectivement, les sujets de paiement reviennent sur le devant parce que dans le bâtiment, on a ce qu'on appelle l'effet ciseau. C'est-à-dire que souvent, les distributeurs, les fabricants, etc., selon lesquels vont demander des paiements qui seront parfois comptants ou à 30 jours, tandis que de l'autre côté, côté client, on va se faire payer plutôt à 60 jours. Dans le milieu du bâtiment, c'est plutôt traditionnel d'avoir du 45 jours fin de mois, 60 jours net, donc des délais très longs et des paiements fournisseurs très courts. Donc avec un enchaînement de chantiers, les montants explosent et le besoin du coup en fonds de roulement devient de plus en plus élevé avec la taille de l'entreprise. Là où il y a un risque effectivement, parce que dès qu'il y a un impayé client ou un problème chantier qui retarde le paiement, ça peut mettre en danger la structure et fragiliser la structure financière. Donc il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. Aujourd'hui, on sait qu'aussi c'est un sujet d'actualité. On a une entreprise sur 4 qui tombe en faillite faute d'impayé. Donc aujourd'hui, il faut se prémunir, il faut faire attention, il faut tenir des ratios et garder, je dirais, un stack de trésorerie. Mais on est dans un milieu où clairement la trésorerie est importante et il faut avoir une énorme trésorerie, la plus grosse possible pour avancer dans le temps. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Et sujet d'actualité aussi là-dessus, mais on va avoir la facturation électronique qui va se mettre en place du coup en septembre de cette année, sur lequel on attend pas mal de choses. On va voir un petit peu comment ça se met en place, mais surtout sur la gestion des paiements, parce que techniquement on a un délai maximum de paiement qui est aujourd'hui pas du tout respecté, ou nous-mêmes les premiers, on va au-delà des paiements, mais comme tout le monde en fait dans ce marché-là où on explose les délais de paiement, ça peut attendre 90, 120, 1 an, 2 ans parfois, dans le pire des cas. Donc je pense que la facturation électronique va avoir j'imagine un enjeu là-dessus. Après on va voir ce que ça donne. Pour l'instant on n'a pas encore, c'est pas encore mis en place, ça a été reporté si je dis pas de bêtises, mais on n'a pas encore ce retour-là. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. En fait, tu dis trois choses. Le premier, c'est important d'avoir des bons délais de paiement en fait fournisseurs. Parce C'est que, important, ouais, bien sûr. comme tu dis, le plus dur au début, c'est que les fournisseurs demandent du comptant. Et sauf que les clients, c'est très dur de se faire payer comptant. Donc ça, du coup, ça, tu le règles. Enfin, en tout cas, nous, on le règle. Peut-être tu en touches un mot, mais par la compte, qui est hyper Ouais. important. Quitte à mettre la pression. Du coup, ouais, vaut mieux effectivement côté vente toujours s'assurer un acompte, au moins de l'ordre de 30 à 40% du marché pour effectivement passer toutes ces commandes matérielles sereinement, pouvoir multiplier les distributeurs, parce que c'est un vrai sujet de la distribution, c'est qu'en étant dans la GTB, on a une partie des distributeurs qui viennent un peu du monde de la domotique, où ils ont l'habitude d'avoir du paiement comptant, sans délai, voire payé sur le site en ligne, tandis que dès qu'on passe côté GTB, avoir des délais comptants, même sur une première commande, les montants vont vite, les volumes aussi, et donc on peut pas se permettre en fait d'aller chercher du comptant, en tout cas sur des petits chantiers peut-être, mais sur des vrais chantiers GTB, en tout cas des gros chantiers, on peut pas se permettre d'avoir ça pour se protéger en fait, tout simplement. C'est pas une bonne idée de faire ça, quoi. Hmm. Et il y a aussi le deuxième point, tu parles des impayés, on en a eu plusieurs. Ouais. Ça, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, il n'y a aucune solution. L'État français fait rien du tout, c'est mort. Si tu te fais pas payer, c'est mort en fait. Le temps que tu récupères ton argent, t'as le temps de mourir 3 fois, quoi. Genre. Ah, c'est extrêmement, ouais, les impayés en France, c'est extrêmement compliqué. De mon expérience, en dessous de 5 000 euros, ça vaut pas le coup d'aller mener les démarches en Presque termes 10 de 000, hein. temps, en termes de coût aussi, parce qu'en fait, c'est un impayé, vous passez par une procédure d'injonction de paiement, donc vous déposez un dossier en ligne, avec tous les documents qui prouvent que vous avez bien eu un bon de commande, vous avez facturé, vous n'avez pas été payé. Et en fait, c'est un juge du coup qui décide s'il y a injonction ou non. Une fois que vous avez l'injonction, vous devez vous mettre en relation avec un huissier de justice qui va essayer de faire appliquer cette injonction. Donc, il va aller voir votre créancier, qui va lui soumettre, etc. Et ensuite, ils vont essayer de faire une saisie attribution sur le compte, donc de débiter directement sur le compte. Mais en fait, le huissier prend beaucoup de frais, ça coûte très cher, et donc en fait, sur 5 000 euros, en passant par un huissier, vous allez peut-être en récupérer 1 000 en fait, en bout de compte. Plus ou moins, selon tous les frais qu'il y a eu et s'il y a eu opposition et autres. Donc c'est très compliqué, il n'y a pas d'autre moyen de se faire payer que en faisant ça ou en mettant publiquement les choses, mais même en faisant ça, c'est pas forcément, ça va pas forcément fonctionner. Donc en fait, au-dessous de 5 000 euros, autant rien faire, vous gagnerez du temps. Et au-dessus de 10 000, après, bah, c'est des longues procédures. Donc il faut avoir des protections juridiques, il faut bien être épaulé, il faut faire des dossiers solides et peut-être on pourra espérer récupérer son argent, mais en tout cas, on récupérera jamais la totalité.
Je crois qu'il y a une procédure en cours pour plus de 10 000 euros. Ça fait 1 an et demi, on n'a toujours pas. Non, on n'a toujours pas, et peut-être qu'on n'aura jamais. Donc malheureusement, et c'est là où les impayés peuvent mettre en difficulté, parce que dès que vous êtes une petite structure, ne pas vous faire payer par une grosse structure vous met en difficulté, surtout quand vous n'êtes pas beaucoup dans l'entreprise, vous n'avez pas le temps de passer du temps à faire des dossiers, contacter des avocats, faire des procédures, c'est très lourd, ça prend énormément de temps. Faut être assez spécialisé pour enlever les angles morts. Et arriver là, en fait, beaucoup d'entreprises préfèrent laisser tomber pour privilégier l'activité et continuer à faire entrer du chiffre d'affaires plutôt que de se poser et récupérer cet argent-là qui tape directement dans la marge et le bénéfice de l'entreprise. Et le dernier thème que tu as évoqué, c'est les délais de paiement, où clairement, en fait, en France, il y a une espèce de culture où si on paye à 30 jours, en fait, on paye à 40, c'est pas grave. Si c'est 60, on paye à 70, 80. En fait, tout le monde le fait. Enfin, quand on rentre là-dedans, au début, on se dit on veut payer tout le monde à l'heure. Et puis, en fait, quand on voit que toute la chaîne est comme ça, bah, en fait, ça se répercute de bout en bout, en fait, du gros, du client, jusqu'au dernier sous-traitant de dernier rang, en fait, là-dessus, qui lui aussi va subir ce décalage. Et en fait, tout le milieu est comme ça. Enfin, je sais pas si c'est le cas en dehors du bâtiment, mais nous, dans le bâtiment, en fait, tout le temps comme ça. Enfin, Ouais, je pense. Et c'est là où ça peut être dangereux d'être sous-traitant de rang 1 ou de rang 2, voire de rang 3. C'est que s'il y a un problème plus haut, potentiellement, même en tant que sous-traitant, en ayant bien fait sa presta à 100%, réserve levée, bon de livraison signé, on peut quand même ne pas vous payer parce que le prestataire qui a eu le marché qui vous a sous-traité, lui, est pas payé parce que pour X ou Y raison au-dessus, un litige avec le bureau d'études, le bureau de contrôle. Ça peut se répercuter pour vous parce que si lui il lui manque 10% et qu'il vous les a pas donnés, il vous les donnera pas. Donc être sous-traitant aujourd'hui sur le marché BTP, c'est risqué effectivement par rapport à ça. S'il y a des risques, si la personne en tout cas qui porte le marché se fait pas payer, il y a un risque de non-paiement en dessous. Et à ce moment-là, vous pourrez pas remonter sur la maîtrise d'ouvrage ni la maîtrise d'œuvre. Eux seront pas responsables que vous ne soyez pas payé. Donc en bout de tête, vous avez beau avoir des grands noms de la construction, vous pourrez pas forcément les attaquer, vous retourner contre eux, et ça n'aura pas d'impact même à l'avenir sur les sociétés en question, à part faire la procédure qu'on a dit avant, mais bon, faut que vous ayez gain de cause, que ça avance, faut prendre un avocat, faut monter une procédure, etc., etc. donc, moralité, en fait, se protéger le plus possible avec des gros acomptes, ne pas bouger le petit doigt tant que l'argent n'est pas sur le compte, comme on a pu le faire, ou même on a annulé un marché. Parce que l'acompte posait problème avec quelqu'un, je citerai pas qui c'est, mais lui il va finir au tribunal aussi, et s'il m'écoute il se reconnaîtra, pour avoir fait tout son cirque, mais ça il faut pas lâcher parce qu'il vaut mieux ne pas prendre un chantier que de se mettre à risque en commençant à travailler sans argent et en se disant bah c'est à la confiance quoi. La confiance n'existe pas en France, c'est pas dans notre culture, on a une culture contractuelle. Je te tape dans la main, c'est le meilleur moyen en fait de se faire avoir au final. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un risque. Donc vaut mieux ne pas prendre un chantier parfois pour pas se mettre en risque sur des montants trop importants ou avoir une pression derrière qui est trop importante que de se mettre en risque et d'avoir un impayé qui mettrait, qui pourrait t'envoyer au tapis ou en tout cas causer des gros problèmes, quoi. Mm. Donc bah, voilà, ce sera le mot de la fin pour cette partie sur la gestion de la trésorerie. Je pense que certains se reconnaîtront là-dedans, en tout cas tous ceux qui travaillent, qui ont leur entreprise, etc., savent ce que c'est. Les problèmes de paiement, la gestion de la trésorerie tendue, dans le chantier, dans tout ça, même les bureaux d'études, enfin dans tout le secteur. Ouais, bah même si on peut conclure là-dessus, il y a beaucoup d'acteurs du milieu, des gros fabricants, des distributeurs qui ont pignon sur eux, des gros distributeurs. Eux, ils savent que c'est un milieu de grosse trésorerie et beaucoup jouent le jeu. Donc après, sur la confiance, et des relations commerciales, des volumes de commandes à l'année, etc. Mais il y a beaucoup, nous en tout cas au début, on a été pas mal aidés par des grands noms où ils nous ont laissé des lignes assez ouvertes en termes de montant, notamment de volume de montant, ce qui est très important, Mm. et de délais paiement très larges, ce qui nous a Alors, permis, nous, financièrement, de monter, quoi. on peut citer Siemens et On les peut citer remercier Siemens, tout à fait, clairement ouais, parce que bien ils sûr. ont fait partie de notre développement là-dessus. Ça nous a aidés Siemens très France, ouais, clairement. tout à fait, Ouais, bien sûr. qui a une vraie, en fait, qui a des vraies conditions pour ses partners, donc les solutions partners et autres programmes qu'ils ont, j'imagine dans d'autres secteurs, où ils vont avoir des délais de paiement qui sont longs et des conditions de distribution avec des volumes d'encours, on appelle ça des volumes d'encours, Mm. qui sont relativement élevés, donc pour nous mener à bien des gros chantiers aussi, enfin c'est assez adapté aussi à ce qu'on fait, donc ils laissent assez libre là-dessus, en ayant de la confiance derrière et nous on a toujours joué le jeu derrière d'être en temps et en heure après en fait sur ce qui reste et c'est une très bonne relation comme ça, mais on peut en prendre d'autres aussi comme des distributeurs très connus comme des Rexel par exemple aussi qui vont faire ça.
des Sonépar, ce genre d'entreprise qui eux, gros distributeurs, eux ont l'habitude de faire la trésorerie pour les autres, de faire la banque en fait, hein. Donc que ce quelque soit part. pour les artisans et PME, ça marche aussi, quoi. Et puis on en profitait pour remercier aussi la BNP. La BNP, c'est important aussi d'avoir une banque qui nous suit, une banque qui comprend ce qu'on fait aussi, parce que tout part de là, hein, là-dessus. Et on tient aussi à toucher un petit mot à la BNP qui nous a toujours soutenus depuis le début, même quand on était beaucoup plus petit que ça. Et qu'il y avait beaucoup plus de risques, hein, finalement. Là-dessus, Alexandre, tu les connais très bien, tu es en contact depuis plus de 2 ans maintenant. On peut parler du leasing aussi. Enfin, Ouais. le factoring, est-ce que c'est une fausse ou vraie bonne idée? T'as jamais réussi à le mettre en place, non? Le factor, c'est compliqué. Il garde des montants de garantie. Il rentre dans le process avec le client final. Faut lui faire signer des documents. C'est vachement impliquant. Et vous récupérez pas 100% de la somme. Ça coûte assez cher aussi. Donc le factor dans le milieu du bâtiment, je dirais fausse bonne idée. En tout cas, pas assez flexible, pas assez pratique et vous récupérez pas 100% de la somme. Il y a toujours un fonds de garantie plus des taux et autres. Donc ça peut parfois coûter plus cher que le refinancement quoi en lui-même. Ok. Ce sera le mot de la fin pour la gestion de la trésorerie, en tout cas. Là-dessus, merci Alex, c'était super intéressant d'avoir un petit retour là-dessus. C'est pas des thèmes qui sont souvent abordés pour le coup en podcast et puis dans notre secteur. C'est même un peu tabou, même si j'ai vu passer quelques posts sur LinkedIn de situations un peu cata. Donc c'était sympa d'en parler. Désormais, on passe sur le troisième thème, la culture de la GTB en Europe. Justement, Thomas, tu vas pouvoir nous parler des différences de pratiques que tu as pu observer entre les chantiers en Espagne et en France. Pourquoi la culture de la GTB en Europe ou du BMS? BMS c'est en espagnol. Parce que le décret BAC, c'est avant tout une réglementation européenne. Mhm. C'est issu de la directive EPBD sur la performance énergétique des bâtiments, qui vient aussi traiter d'autres sujets que la régulation des bâtiments tertiaires, mais aussi la régulation du logement résidentiel, etc. Et ce texte a été transposé dans beaucoup de pays. On avait fait un récap sur l'Union européenne aussi sur LinkedIn pour savoir où c'en était dans chaque pays jusqu'à la République tchèque. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment repassé les 27 pays de l'Union européenne. Malgré tout, on va faire un focus sur l'Espagne, tout simplement parce qu'on est en Espagne. Voilà. C'est pas trop de hasard là-dessus. Je fais le récap. En France, on transpose le décret BAX en 2019, fin d'année 2019, et il est mis en application tout de suite en 2020 pour le neuf, la construction du neuf. Et puis pour les premiers bâtiments rétrofit, les bâtiments existants, première échéance qui est passée, c'était le 1er janvier 2025, si je dis pas de bêtises, devait être mis en conformité les gros bâtiments. Plus de 190 kW de puissance sur les équipements de chauffage, climatisation, ventilation. Puis, on a les petits bâtiments de 70 kW sur les mêmes puissances que j'ai citées, qui a été repoussé à 2030 par l'Union européenne et puis par la France là-dessus. Et donc, on a transposé en 2019. L'Espagne, quant à elle, a transposé en 2021, donc pas très longtemps après nous, parce que c'est un pays qui est très en retard dans les transpositions, contrairement à la France qui veut être la bonne élève en matière énergétique. Transposé dans le RITE, donc la réglementation thermique espagnole, mais a été transposé uniquement la partie pour les gros bâtiments, 290 kW, mais globalement on a le même texte. En France, le décret BAX, pour moi, se popularise comme le décret tertiaire, et dans la bouche de toutes les directions immobilières désormais. En Espagne, c'est moins le cas. Toi, Thomas, de ton expérience par rapport, on a travaillé avec Eiffage en France, on a travaillé avec Eiffage en Espagne, on a fait des bâtiments en France et des GTB en Espagne. Quelle différence de pratique technique sur terrain as-tu pu constater entre la France et l'Espagne? Voilà, ouais, longue histoire, vraiment très longue histoire. On a, pour moi, en Espagne, il y a un vrai retard qui est constatable sur site, hein, sur la totalité des installations, comparé à la France, au Luxembourg ou des choses comme ça, où vraiment, quand on arrive dans des visites techniques en Espagne, c'est très fréquent de voir des CTA complètement explosées ouvertes parce qu'elles n'ont pas été maintenues ou entretenues. C'est fréquent aussi de voir des coffrets qui sont couchés sur le sol, qui ont été arrachés par le vent ou par les éléments extérieurs. Donc ça c'est vraiment pour les cas extrêmes. J'en ai vu quelques-uns en Espagne. En France, ça a dû m'arriver qu'une seule fois sur la totalité de notre existence. Sinon en Espagne, la norme c'est plutôt des régulations, ce que j'appelle à l'ancienne, donc c'est-à-dire des régulations entièrement électriques. Donc sans automate, sans organe de réflexion, sans communication avec la distribution, l'émission, enfin rien du tout. Vraiment du contacteur classique, des thermostats classiques, pressostats classiques, des bistats classiques, tout ça connecté entièrement dans un seul coffret électrique
avec contacteur, et voilà quoi, et c'est comme ça que c'est régulé. Donc je dirais que la France a une avance comparée à l'Espagne là-dessus, pareil pour le Luxembourg, hein. On voit des installations qui sont beaucoup plus propres, les locaux sont clean, les régulations sont modernes. Maintenant en Espagne, enfin voilà, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Bah, on reprend les sites un à un, et fréquemment il faut refaire de zéro quoi. On peut pas récupérer un RMH ou des choses comme ça qui seraient posées en France. Non, en Espagne généralement on refait tout, on reprend directement du contacteur, on retire des câbles pour aller chercher les 0,10 volts des pompes ou des chaudières ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour moi l'Espagne dessus, il y a une vraie différence, un vrai retard dans la globalité. Après, est-ce qu'ils ont peut-être aussi moins le besoin? Parce que dans certaines régions, le climat est quand même beaucoup plus clément qu'en France, hein. Alors, je parle plus Espagne du Sud, Espagne centrale, parce que l'Espagne du Nord, voilà, avec les Pyrénées à proximité, etc., on est quand même dans un climat qui se rapproche plus du climat français. Mais peut-être qu'en fait, ces régulations ne sont pas présentes parce qu'il n'y a pas eu le besoin non plus que ça, et que avant les hausses de prix du gaz qu'on a connues ces dernières années, bah, même en France, ça restait basique dans la régulation. Maintenant, je pense quand même que l'Espagne a un gros travail à faire là-dessus. Voilà. Parce que après, ils ont aussi, pour le coup, eux, ils avaient une avance sur tout ce qui est pompe à chaleur. Donc nous, on n'avait pas, parce que la pompe à chaleur en Espagne, vu qu'ils étaient plus axés sur, enfin, ils ont eu plus de besoins en climatisation que nous sur tout le territoire. Par contre, les pompes à chaleur en Espagne, c'est quelque chose de super développé. Et la preuve, une des plus grosses entreprises qui fait des passerelles pour les pompes à chaleur, c'est Airzone. Très vrai. Bah, c'est une Les entreprise. les deux plus grosses. Les deux plus Airzone et grosses. Couloto, ouais. On a Intesis. Non, pas Intesis. Couloto, Intesis. Couloto, c'est pas espagnol, je crois. Non, Couloto, c'est pas espagnol. Ah, je croyais, pardon. Airzone. C'est pas israélien, Couloto? Ah, si, je crois. Ah, Si, si, je t'as crois raison, que je crois que t'as raison. c'est Ouais, israélien. ouais. C'est pas. Mais oui, c'est Intesis, oui. Mais qui a été racheté par les Chinois. Qui a été racheté par HMS Network. Ouais, HMS Network. Qui est pas chinois, c'est une boîte d'Europe de l'Est, je crois. J'allais dire Lituanie, mais je C'est crois que je vais dire coté des sur je sais bêtises. plus quel marché. Ouais, je sais plus. Je Et sais donc, plus du tout. donc voilà, donc on voit bien qu'eux, ils étaient en avance puisqu'ils ont développé deux boîtes, enfin les deux boîtes qui ont fait des passerelles qui aujourd'hui sont commencées de plus en plus utilisées en France pour le coup, Oui, c'est ça vrai. vient de là-bas. Et donc ils avaient cette avance-là quand même, sur les panneaux solaires aussi. Et Ils ont les beaucoup plus développé que régulations nous. thermiques solaires sur le CS aussi, Du coup, ouais. voilà, par, Ouais, ouais. par incidence, tout ce qui est stocké dans les ballons d'eau chaude, la production de solaire thermique. Donc sur ces deux points-là, c'est positif. Après, en effet, je pense que aussi le chauffage, ça n'a jamais trop été une thématique en Espagne, sauf dans le nord, mais donc tout ce qui est Castilla et Léon, où là, bah, forcément, il fait humide, il fait aussi froid qu'à Amiens ou à Paris, l'hiver, et plus le nord. Mais c'est vrai que, par exemple, Valencia, où on est, il y a encore certains appartements qui n'ont pas de chauffage. Mhm. On en a visité certains, Oui. je me rappelle, il y a 3 ans. Il n'y a pas de chauffage. Il y a une clim, il n'y a pas de chauffage. Donc en fait, et pour les quelques, je sais pas, semaines qui seraient dures dans l'année, ils ont des trucs électriques là qui branchent. Ouais, et chauffage puis- d'appoint. C'est chauffage électrique. Chauffage Ouais, d'appoint. c'est ça. mais Plus après, clim réversible, et puis. Et ça choque pas de pas avoir de système de chauffage. Bah non, Donc, du coup, non, clim du non tout. réversible, du coup. Bah, ouais, c'est- clim non il y en a réversible. pas mal. Non réversible, c'est que froid. Oui, Ouais, alors quand même, maintenant ils pas mettent ça mal dans qui les sont nouveaux trucs. réversibles. Aujourd'hui, ça n'existe plus que froid, quasiment. Ouais, bah ils font de série. Ça n'existe plus, c'est que réversible automatiquement. Ouais, donc il y a ça, et après oui, et je dirais aussi la différence, c'est que le décret Bax, enfin ça s'appelle pas décret Bax en Espagne, c'est le RITE RITE. 2021, le Bax dans le RITE 2021, personne connaît. Alors quand on en Ça, parle, c'est vrai. genre quand on dit dans le RITE vous avez quand même un texte qui vient vous expliquer ce que vous devez réguler, etc. Ça en fait pas, enfin ça éveille rien chez les gens pour l'instant, ça n'a pas été répandu. Et aussi pour l'Espagne qui a mis en place les C2E. Les C2E financent quasiment rien pour l'instant sur les systèmes. Donc du coup en Espagne, la GTB s'appelle BMS, ils ont repris le terme anglais Bidding Management System, BMSC. Pour les BMS, il n'y a rien. Genre, enfin, ça finance peut-être 10-15% à tout casser en fait de l'installation, donc c'est pas incitatif. Ça crée rien, ça crée pas de mouvement, ça lance rien là-dessus. Donc c'est aussi qui peut peut-être expliquer un peu plus ça. Et peut-être aussi la différence, c'est que ce soit au Luxembourg ou en Espagne. Alors Luxembourg, on commence, donc on n'a pas le recul qu'on a en Espagne pour le coup, mais c'est quand même des solutions qui sont pas, comment dire, qui prennent pas de mesures en fait. C'est des régulations de production. C'est ça. Mais comme on avait en France, c'est qu'on a, comme on a encore en France. On a toujours, oui. Aujourd'hui, finalement, quand on fait une GTB, on reprend des régulations qui sont déjà en prod et il n'y avait pas sur l'émission des choses. C'est ça, généralement. Ventilocollecteur gérant local avec le thermostat, pas forcément de son de température dans toutes les pièces, juste on gérait la loi d'eau d'une chaudière, ce type de choses, ou la cascade d'un groupe froid, le compresseur.
là-dessus. Et en fait, au Luxembourg comme en Espagne, surtout, c'est ça en fait qu'on voit, hein. Et c'est beaucoup de ces deux marchés, et chez l'Espagne aussi, où les fabricants sont encore beaucoup en direct, je trouve. Même si j'ai une discussion avec Siemens Espagne qui me dit que non, mais bah si quand même, il y a beaucoup moins d'intégrateurs en Espagne que j'ai assisté au Solution Partner Siemens Espagne. Ouais. Il y avait, je sais pas, 15 partenaires qui étaient là à Madrid. En France, pour la dernière convention Solution Partners qui était dans le sud de la région parisienne, 120 intégrateurs. Et Ouais, quand même. il n'y a pas tout le monde. Donc il y a beaucoup plus d'intégrateurs quand même. Enfin là, en France, ça va, je sais pas, je pense qu'on a 4-5 ans d'avance sur les pratiques BAX par rapport à d'autres pays. Après l'Allemagne, c'est à voir, on connaît pas très bien l'Allemagne où ils en sont. Mais on a quand même, voilà. Enfin, en conclusion, en gros, on est encore sur des pratiques très régulation-production. Mhm. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu logique quand on n'a pas envie d'aller plus loin, c'est le minimum à faire? Parce que si on fait même pas ça, bah, enfin, c'est ce qui a le plus d'impact court terme, je dirais, et qui a le ROI le plus rapide en termes de investissement rendu à la fin. Donc, conclusion, culture de la GTB en Europe, la France, c'est peut-être le meilleur marché pour commencer aujourd'hui, versus d'autres pays. Parce que tout se met en place et on voit même des nouveaux acteurs comme Malsay est arrivé, des entreprises chinoises qui ont bien compris qu'en France, il y avait des pratiques qui se développaient plus larges sur la prise d'information, les sondes, le LoRaWAN, le sans-fil, etc. Là où on constate pas du tout ça, en tout cas nous à nos niveaux, sur les deux pays sur lesquels on opère. Sans transition, les C2E. Les C2E valent-ils encore le coup? Finalement, on aurait pu le faire en transition avec le premier thème. Pour rappel, peut-être Alexandre et Thomas, vous aurez quelques mots à dire dessus. Toi, Alex aussi, qui a géré le thème en fait chez nous un petit peu parce qu'on n'a pas fait beaucoup de GTB sous C2E, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Peut-être une seule, je crois, surtout les C2E. Alors, je fais juste un récap. Après, vous pourrez vous exprimer, enfin, donner votre avis, Alexandre et Thomas. Il y a jusqu'à juin 2024, ça va bientôt faire 2 ans. Dans un mois et demi, ça fera 2 ans. Jusqu'à juin 2024, il y avait une bonification des aides des certificats d'économie d'énergie lorsqu'on installait une GTB, justement de classe A ou B. Donc c'est là d'où vient la popularisation en fait des classes de la GTB, c'est parce qu'on a commencé par faire une incitation financière adossée à ces classes de la norme NF. Et rien de plus. Si jamais il n'y avait pas eu ça, je vous certifie que la norme NF, personne n'en parlerait. Et encore moins les consultants de pacotille sur LinkedIn. Vraiment, personne n'en parlerait. Ce serait un truc de geek, d'ingénieur, au fond de l'AFNOR, du site de l'AFNOR, donc que personne n'utiliserait. Donc l'incitation financière a fait que. Et c'est peut-être une bonne chose au final, hein, d'avoir un truc détaillé. Hein, je critique pas ça. Mais dans l'idée, voilà pourquoi. Et donc on avait des GTB à 0 €, il y a eu des abus, on le sait, des fraudes qualifiées là-dessus, mais depuis juin 2024, ça va bientôt faire 2 ans, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'elle a été débonifiée, cette fiche, et aujourd'hui, le C2E finance en moyenne, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en moyenne, peut-être 10 à 20% du coût total du système quand on s'en sort bien. Et donc, on a quand même observé qu'il y avait beaucoup moins de sollicitations de ce point de vue-là par rapport au C2E. Et on pensait qu'il y aurait une nouvelle fiche ou un truc ou quelque chose qui sortirait pour essayer de relancer un peu la chose. Et au final, il n'y a rien eu depuis 2 ans, ça va faire 2 ans. Hein. Donc le temps passe vite en fait, hein, ça passe très 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 vite. Rien depuis. Toi, Alexandre, par exemple, qui a géré en fait les quelques estimations qu'on a pu faire à l'époque. Qu'est-ce que tu en penses un peu? Est-ce que tu as vu la chose évoluer? Enfin, tu as pu voir toi concrètement ce que ça donnait en fait. Ouais, on a vu le sujet monter très très fort en 2024, où je me rappelle, on se faisait mais harceler de mandataires, d'obligés en direct. Je crois qu'on a vu toutes les filiales C2E de tout le CAC 40 nous contacter à droite à gauche. On a même découvert des entreprises qui faisaient du C2E, on ne connaissait pas du tout sur ce milieu-là, en tout cas qu'on n'attendait pas ici. Et 2024 hyper intéressant, beaucoup de travaux à 0 € qui pouvaient être faits ou avec des restes à charge qui étaient dérisoires par rapport à la plus-value que ça avait d'installer ces systèmes-là. Donc beaucoup ont franchi le pas. J'ai cru entendre aussi qu'il y avait eu beaucoup de problèmes, beaucoup de travaux qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été bien faits. Des GTB qui ont été valorisés classe A et au rendez-vous c'était pas du tout ça, donc ça donnait une mauvaise image aussi un petit peu à ce moment-là de ça,
beaucoup parlé d'opportunisme, notamment avec les aides et autres, alors qu'en réalité, c'est des travaux qui sont quand même très techniques et au début, il n'y avait pas de contrôle réglementaire, donc c'était vraiment la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On allait sur un bâtiment, parfois, je pense qu'il y en a qui ont dû valoriser des aides avec des systèmes déjà installés, sans contrôle, C'est sans vrai ça, rien. j'avais oublié Ouais, il y a de eu ça. ça Et aussi. quelques temps après, ils ont mis le coffrac, mais bon, je pense qu'ils l'ont mis trop tardivement, c'était déjà trop tard. C'était la fin déjà. Ouais, c'était déjà la fin, donc c'était déjà pour moi un peu trop tard. Et puis, je crois 3 fois de suite, ils ont baissé la méthode de calcul sur les aides pour les bureaux, puis l'hôtellerie, etc. Donc, on arrive Logistique aussi. aujourd'hui, ouais, logistique, ils l'ont banni, hein, je crois, hein, de la Ouais. fiche. C'était une énorme douille. C'était même plus valorisable sur la logistique. Bah oui, Ah, effectivement, mais c'était une douille. forcément, c'était des aides Parce qui que, étaient attends, pour la énormes. logistique, pour préciser, c'est parce que dans la fiche, pour le montant de la subvention, ils prenaient en compte les mètres carrés. Oui, Et donc, en fait, chauffé. ouais, chauffé. Mais du coup, il y a eu des histoires où il y avait des entrepôts de 30 000 mètres carrés Mhm. où il y avait rien. Et en fait, si tu calculais, ça te faisait genre 150 000 euros d'aide pour la GTB. Du coup, ils installaient un aérotherme à la con qui coûtait peut-être, je sais pas, 300 euros. Et puis, ils mettaient un on-off dessus. Donc, coût total de l'opération, je sais pas, 1000 euros. Et 150 000 euros d'aide. Ah ouais. Boum. Il y a beaucoup d'entreprises de logistique, ouais, qui ont pu valoriser peut-être 200, 300 000 mètres carrés, y compris peut-être je sais pas, un demi-million d'euros de subventions non nécessaires à faire les travaux, et Hmm. qui ont été affectés ailleurs. Bah, généralement, c'était même pas les entreprises qui prenaient, parce qu'en fait, la fraude là-dedans, c'est que c'était les mecs là, du C2E, Mhm. les mandataires, les trucs comme ça. Enfin, ceux qui étaient des fraudeurs à l'époque, hein, du coup, on met pas tout le monde dans le même Non, panier. non, non. Même si moi j'ai du mal avec ce milieu, je le dis très clairement, j'ai vraiment du mal avec ces gens-là, pour la plupart, parce que ça sent la douille en fait. Ça sent le j'aime l'argent. Genre, j'ai zéro passion, je comprends pas l'énergie, moi j'aime l'argent. Tu vois, c'est vraiment ces gens-là, enfin, pour la plupart, y a sûrement des exceptions, il y a des gens qui travaillent très bien. Si, moi, je peux peut-être dire Elio. Il y a des gens qu'on a rencontrés là-bas qui sont très bien, mais la plupart des petites boutiques là, de mandataires là, à Paris, là, non, laisse tomber. Mais eux, ils se les mettaient dans la poche surtout. Ouais. Bah, ce qui est autorisé au maximum, c'était 30% de commission sur le C2E, si je dis Ouais. pas de bêtises. Où on pouvait se commissionner sur le C2E. Donc on prenait un entrepôt, imaginons qu'on valorisait où il y avait 200 000 euros de C2E. Les travaux, c'était, je sais pas, peut-être 40 000 euros. Il restait 160. 30% de 160, ça commence à aller vite, quoi, sur des commissions pour faire un dossier. Ah, mais ça, ils arrivent à le contourner parce que la douille là-dedans encore, moi je peux tout balancer, je les connais toutes les douilles en fait, hein, genre juridiquement comment ils faisaient. T'avais 150 000 euros de C2E valorisés à un certain prix de ce qu'ils appellent le QMAC kilowattheure. Mhm. Donc les énergies en kilowattheure calculées selon les règles de la fiche. En gros, normalement le prix de marché c'était 7 euros du QMAC kilowattheure. Hein. Et en fait, ils s'arrangeaient avec l'obligé ou le délégataire Oui, pour pour dire aussi. tu baisses la valo, tu te positionnes à 6,2 et en fait à côté ça faisait de la prestat de service ou apport d'affaires en contrat, et c'est comme ça qu'ils arrivent à dépasser les 30% parce qu'il y en a plein, c'était pas 30% qu'ils prenaient, c'était beaucoup plus. Hein. Ouais, c'est peut-être beaucoup plus. En tout cas, il y avait Mhm. énormément d'argent à prendre à ce moment-là, en trouvant des clients, en faisant de l'intermédiation. Donc, il y avait une faille. En tout cas, la fiche était très mal mise à ce moment-là. Elle avait été très mal pensée. Et beaucoup de gens ont pu en profiter. Nous, on a pu aussi en profiter un petit peu dans le cadre de notre activité, pas énormément. On a fait un bâtiment je crois. Ouais, avec ça. un bâtiment, Un seul. tout bâtiment, ouais. plus. Et aujourd'hui, du C2E sur la GTB, on en fait encore un tout petit peu à la demande du client, mais c'est pour récupérer vraiment des sommes. On le fait même pas, on évite de le faire. Ouais, sur des bâtiments qui font 2-3 000 mètres carrés. Aujourd'hui, on est sur des aides qui sont dans les 6-7 000 euros. Donc, ça pas, voilà. C'est un petit bonus qui fait toujours plaisir, mais c'est plus du tout comme avant. Et la plupart des gens ne sont plus du tout intéressés, du coup, par ces travaux-là à cause de la faible rémunération des aides. C'est plus d'effet incitatif. Ça a plus cet effet incitatif, effectivement. Bon, c'est de l'effet d'aubaine du coup, mais c'est pas de l'effet incitatif. Et je dirais même que justement le seul client qu'on a eu, pas un mandataire C2E qui avait déjà ficelé l'opération, donc on devait rentrer dans le budget, voilà. Là-dessus, au final, bah, c'est pas un client pour moi parce qu'il est juste venu pour avoir 0 euros. Et donc quand ton client, en fait, il vient pas pour ta proposition de valeur, il valorise pas ce que tu fais ni ton système, et qui vient juste faire un coup avec les aides à 0 euros, bah, c'est quand même très 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 rare que tu le gardes dans le temps, que tu aies une vraie relation, etc. Alors ça a peut-être pu arriver avec certains qui a été un point d'entrée, mais en tout cas, les spécialistes de ça, c'est la grande distribution, les grandes surfaces, et eux, ils ont, enfin,
Moi, je suis pas fan du milieu, mais ils sont juste venus se mettre en conformité. Après, ils ont raison, hein, les aides sont là, je ferais pareil à leur place, hein, Ouais. faut pas être bête. Hein. Genre, tu valorises ton patrimoine, tu te mets en conformité, c'est 0 €, faut y aller. Hein, ça, je le Mais reproche absolument pas, mais ils valorisent pas du tout le système, quoi. Mais En fait. surtout que là-dedans, tu as aussi une partie des aides de budget qui aurait dû être destinée à des coûts de maintenance annuels dans le temps, puisqu'avec la GTB et même dans le cas de la fiche C2E, l'historisation des données est obligatoire. Donc il y a bien un service à payer pour conserver toutes les données. La maintenance aussi, elle, dans ce cadre-là, elle est obligatoire. Et Mm. donc, en fait, généralement, quand on installe un système comme ça, on reste chez le client dans le temps, plusieurs années, voire des dizaines d'années, puisque il y a cette notion d'historisation, de gestion et de maintenance du système aussi à garder dans le temps. Donc, ça permettait aussi de financer ces coûts-là à l'avenir, plutôt que de Mais les t'as une récupérer, faille quoi. là-dedans. Parce que le décret Bax dit qu'il y a une obligation d'entretien du système Oui. qui peut se matérialiser par une maintenance externe ou la formation du personnel en interne. Ouais. Donc, si tu arrives à justifier qu'en interne, tu as quelqu'un qui est capable de gérer ça, t'es pas obligé de payer une maintenance. Mais il faut garder quand même, il faut pouvoir être en capacité, en tout cas, de garder les données et de les héberger. Oui, oui, 5 ans Ouais, bon. 5 ans. minimum. Donc, mais ça dit pas que c'est gratuit, ça veut pas Non. dire ça, attention. Ça veut pas dire que à la prestation GTB, on doit garantir qu'il y ait 5 ans. Si c'est un prix, c'est un prix. Ça, c'est normal. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc, toi, Thomas, sur le C2E. Écoute, moi c'est bon, à part si tu veux rentrer dans le détail des installations qu'on a pu faire, où c'est compliqué, hein, c'est toujours des opérations avec très peu de budget, donc forcément va falloir sélectionner ses composants bien comme il faut, et on pourra pas, comme tu as dit, derrière si on n'a pas le suivi client ou la maintenance ou les choses comme ça, on sera jamais à 100% des capacités de la GTB installée, parce que c'est toujours quelque chose qui demande un minimum de suivi. Nous généralement on considère qu'il y a besoin de 1 à 2 voire 3 mois de suivi du site pour commencer à comprendre comment fonctionnent les équipements, les régulations, etc. et faire une petite optimisation dessus. Donc pour moi, c'est toujours des dossiers qui sont très compliqués parce que c'est un peu des opérations one-shot, on ne revient pas dessus. Et donc la GTB va fonctionner, mais elle ne sera pas à 100% de ses capacités et va pas permettre 100% des économies qu'elle est censée permettre de faire sur ces installations, quoi. Mais ça revient au fait, ce que je disais, le problème, c'est que la plupart des gens ont pris ça parce que c'était 0 €, ne valorisent pas ce qu'ils ont eu. En fait, on le dit souvent je veux dire, il y a plein de livres là-dessus, en fait, sur le business. Quand quelqu'un paye pas, il s'en fout. Quand Et tu ouais, lui mais fais c'est- payer quelque chose, un petit truc, en plus, c'est vraiment le thème, c'est par exemple, c'est dans le CPF et les formations. Mm. Il disait justement, le fait de pas laisser de rester à charge, des gens, c'est 0 €, ils s'en fichent. Du coup, ils assistent pas, ils ghostent, etc. Mhm. Alors que ça a été payé par l'État en plus, en partie. Là-dessus, quand c'est 0 €, les gens valorisent pas. Quand tu leur fais payer un petit truc, ils se sentent plus concernés parce qu'ils ont investi de l'argent. Et franchement, on en a des exemples où il y a eu des GTB qui valaient 50-60 000 €, ils les ont eu à zéro. Derrière, ils veulent même pas mettre 1 000 € par an de maintenance. Ils ont même pas envie, alors qu'ils comprennent pas que s'ils font pas ça, le truc va tomber, ils vont perdre de l'argent en fait. Mm. Alors qu'ils l'ont eu à zéro, ils l'ont eu à zéro. Ils veulent même pas mettre 100 € par mois. Enfin, c'est moins de 100 € par mois, du coup, 1 000 € par an, c'est quoi? C'est 90 € Ouais. par mois. Ils veulent même pas mettre 90 € par mois pour maintenir le système et continuer à générer des économies, alors que le ROI, il est dès le premier jour, quoi. Dès le premier jour de mise en service, ils sont rentables. Ouais, C'est un truc de fou. bien sûr. C'est le problème. C'est le problème. Non, mais c'est. Et moi, je pense que c'est ce problème, ils l'ont eu à 0 €. Donc, genre. Puis après, bon. Un gros distrib, c'est gros radin aussi. Enfin, ça, on va se le dire. Enfin, là-dessus, dès qu'ils peuvent éviter de sortir 1 €, même s'ils ont bénéficié de 50 000 € d'aide, ils le font, quoi. Genre. Mais parfois, c'est pas la bonne logique. Enfin, moi, je trouve dans le business, c'est pas. Rogner sur l'investissement, tu le repayes quelque part. Et au triple, souvent. Au double ou au triple. Donc, et je pense que c'est ça que ça a entraîné. Maintenant, peut-être pour finir sur ce chapitre-là, pour parler des nouvelles fiches, ça parle de 2 fiches aujourd'hui, je ne sais pas si elles sortiront. Une première qui serait potentiellement une fiche GTB Flex Ready. Ça, c'était une grosse thématique quand ils ont sorti de la belle Flex Ready il y a un an, avec Schneider et RTE. Schneider, ouais. Il y avait une rumeur de sortir une fiche pour valoriser en fait les GTB Flex Ready. Et je sais que Schneider, je vais citer du coup celui qui s'exprime beaucoup sur ce sujet, c'est Louis Libéral, un des VP de Schneider Commerce, qui lui plaide, donc ça c'est lui qui pousse là-dessus avec le Gmelec, pour une fiche C2E qui valoriserait en fait le commissioning des GTB, c'est-à-dire le problème dont on parle en fait, hein, le fait de suivre en fait les GTB dans le temps, où il y en a qui rechigneraient un peu ou qui n'auraient pas l'argent non plus à investir. Bon, je parle pas du coup de la situation à 90 € par mois avec celui qui a payé 0 sur 50 000 € et qui gère un hypermarché qui fait rentrer je sais pas combien de millions par an, lui il peut les payer, mais il y en a d'autres qui peuvent pas. Et ça s'entend sur des parcs où on a 1000 bâtiments, les frais de fonctionnement, de run, comme on dit, les coûts de run, d'entretien, ça peut coûter trop cher.
cher. Donc, il y a cette volonté côté Gmail qui pousse pour ça. Je trouve ça intéressant. Pourquoi pas, en fait, à voir dans quelles conditions, sous quel format, mais ils bossent là-dessus. Et enfin, la dernière, c'est la fiche rénovation globale tertiaire, qui apparemment bonifierait dans le cadre d'une rénovation globale, donc qui impliquerait de l'isolation, un changement de système, donc de chaudière par exemple pour une pompe à chaleur, plus installation GTB. La GTB serait bonifiée de x3 à x5, x6, en fait, c'est ça un peu les rumeurs, hein, de ce que j'ai entendu Quand là-dessus. même. Ouais, des premières rumeurs, des premiers échos qu'on a eu, ça serait ça. On a eu un brouillon de fiches entre nos mains, donc ça nous a permis de voir un peu le périmètre de cette fiche-là. Mais aujourd'hui, elle est pas encore sortie, elle est pas encore appliquée, donc ça reste encore une fois que des rumeurs et on espère que ça va sortir parce que ce serait une super fiche qui remettrait justement pas mal d'aide, mais avec une volonté de faire plusieurs gestes en même temps, plus de contrôle avant, après, quelque chose de très sérieux, mais avec des gros financements derrière. Donc, ce qui permettrait à beaucoup d'immeubles, on voit aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des grosses opportunités immobilières, d'aller chercher des immeubles qui ont un très mauvais DPE, qui ont une très mauvaise isolation, un système de chauffage qui est encore au fioul, qui est vieux, du simple vitrage, plein de choses, de pouvoir aller sur des bâtiments comme ça et de faire des grosses opérations de réhabilitation. Là où aujourd'hui, on a encore beaucoup de promoteurs qui préféraient raser ce type d'actifs pour reconstruire, pour aller sur de la réhabilitation et aller chercher quelque chose d'intéressant en améliorant le DPE et en gardant le bâti. Donc on attend que cette fiche sorte pour pouvoir commencer à la travailler. Si elle sort un jour, on n'est pas sûr qu'elle va sortir, mais c'était la grosse rumeur qu'il y avait là ces derniers temps. Pour finir, je pense qu'on a séparé de ces deux œufs là-dessus. Les bureaux d'études et le décret BAC, c'est la dernière thématique. Thomas, tu auras sûrement ton avis là-dessus, sur la préparation un peu de tout ça. Mhm. On citera des partenaires aussi qui travaillent super bien là-dessus. Moi, je constate, en fait, je voulais parler de cette thématique-là parce que après 3 ans et demi d'installation, on a quand même un peu de recul. On a des entreprises qui sont accompagnées par des bureaux d'études et font des appels d'offres. Ça, on en connaît pas mal. Et puis, on a des entreprises qui, par contre, le font sans appel d'offres, sans bureau d'études, et nous contactent en direct pour faire une proposition. Donc, je voulais évoquer en fait le fait que la question c'est est-ce que pour une entreprise, c'est une bonne idée de faire l'économie d'un bureau d'études pour justement se faire accompagner. Et je parle pas forcément de la partie AMO, je dis bien en maîtrise d'œuvre pour le coup, parce que AMO pour moi, on peut en discuter, mais c'est essentiel de se faire conseiller, parce que c'est pas le rôle d'une entreprise d'avoir forcément des spécialistes du décret BAX en interne. Enfin, j'imagine, je sais pas si ça arrive souvent. AMO, oui, le conseiller du client, mais est-ce une bonne idée? Et Thomas, toi, quand tu as un cahier des charges, est-ce que tu vois vraiment la différence quand il y a un bureau d'études, quand il n'y en a pas? Enfin, qu'est-ce que ça change sur le terrain concrètement d'avoir eu cette approche, donc où un bureau d'études travaille plusieurs mois sur l'audit du site, Ouais. a des prescriptions, a une direction, versus le client qui vient en direct et qui nous demande directement, faites-moi un devis pour me mettre en conformité. Alors, il y a pas mal de choses à voir sur ce sujet. Déjà, pour moi, ça va dépendre de deux choses. C'est un, qui est le bureau d'études? Parce qu'ils travaillent pas tous de la même façon ni de la même manière et ils connaissent pas tous les normes, les décrets, ils ne connaissent pas tous la régulation. Enfin voilà, donc c'est un, le bureau d'études qui va avoir un énorme impact sur la qualité du rendu et donc son utilité derrière. Et deux, le bâtiment. Alors je dirais même pas dire à la taille du bâtiment. Pour moi, ce qui fait vraiment, enfin ce qui joue vraiment, ça va être les équipements et leur complexité, ainsi que leur quantité. Et là, en fonction de ces deux paramètres, oui c'est utile, non c'est moins utile. Parce que pour moi le pire c'est quand on a 60 pages et que on peut pas s'en servir en fait et qu'il faut refaire une visite technique et recommencer de zéro, faire notre propre étude, etc. Parce que les solutions proposées sont pas viables ou alors ils ont pas pensé au fait que on ne pouvait pas câbler dans cette zone. Donc c'est pas possible d'installer ces sondes ou ces détecteurs ou quoi que ce soit. Ou alors on est en milieu occupé, donc c'est pas possible non plus de couper le chauffage pendant un mois pour changer tout un échangeur, etc. Enfin, voilà, donc il y a de tout. Je dirais, des bons et des mauvais BE, entre guillemets, si on peut dire ça, mais ça serait pas des bons et des mauvais, c'est qu'il y en a qui sont plus spécialisés sur le sujet et d'autres moins. Et c'est un sujet qui est quand même très technique, qui mélange à la fois CVC, électricité, chauffage, enfin, il y a plein de métiers qui sont mélangés, donc forcément c'est compliqué pour eux aussi de tout maîtriser. Donc pour moi, c'est un peu des deux. Parfois, c'est super utile quand les études sont vraiment propres, cliniques. Ça nous fait gagner énormément de temps, nous, parce que nous, avec une ou deux VT sur des gros sites, on n'a pas forcément
le temps de tout voir. Puis ça dépend de l'interlocuteur qu'on rencontre sur site, si lui il connaît bien ses installations, etc. etc. Donc c'est toujours ces paramètres-là qui viennent définir l'utilité ou non. Donc pour moi, la réponse, elle n'est pas oui ou non, elle est mitigée. Ça peut être utile comme ça peut ne pas l'être. Et ça dépend surtout, un, du bureau d'études et deux, du nombre d'équipements et de la complexité du site. Voilà, pour moi, c'est ça les vrais tenants et aboutissants sur cette décision. Après, elle a supposé que le bureau d'études est spécialisé sur le sujet, parce qu'en effet, oui, c'est comme dans tous les métiers, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Les mauvais, c'est ceux qui copient-collent les cahiers des charges qu'ils font depuis 20 ans et Ouais. du coup ne se sont pas actualisés par rapport aux nouvelles pratiques liées à la réglementation, mais aussi à l'évolution des technologies. C'est pas qu'une question de réglementation, c'est Bien aussi sûr, les bien systèmes sûr. qui ont évolué et leurs performances. Mais je voulais quand même parler moi d'un truc, c'est que quand il n'y a pas de bureau d'études, moi, ce que j'aime pas, c'est les entreprises qui, du coup, on sent qu'elles viennent faire l'économie financière d'un prestataire et en fait comptent sur les installateurs pour faire leur cahier des charges gratos, en fait. C'est je mets en concurrence 3 entreprises, elles passent gratos, donc ça paye pas, en fait, elles payent personne, elles te font Ouais. te déplacer. Ça, on l'a eu plein de fois, ce coup-là. Et de moins en moins, en fait, on accepte ce type de choses. Enfin, faut qu'il y ait une confiance, faut qu'il y ait vraiment des prérequis, parce que Mhm. ça, on l'a vu combien de fois, les entreprises qui s'appuient sur 2, 3 installateurs, font un mix de tout ce que les installateurs rendent, font plein de rendez-vous, et puis après, elles en choisissent qu'un, elles se sont fait l'économie d'un bureau d'études. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un vrai problème, parce que nous, ça nous coûte de l'argent. Et en Bien fait, sûr, on fait bureau d'études gratos, quoi. bien sûr. Donc, il y a Alors, ça aussi. Et je pense qu'avec l'IA, ça va être dévastateur, ça. Parce que de moins en moins, elles auront besoin de bureaux d'études, ne serait-ce que pour rédiger. mhm. Et que du coup, avec trois présentations d'entreprise, si elles sont enregistrées, il y a les devis, il y a tout, un coup sur Claude, un coup sur ChatGPT, et puis ça donne un cahier des charges qui est à peu près... nous, on va forcément, en tant que spécialiste professionnel, il va manquer des choses. Mais dans l'absolu. Entre payer 40 000 euros, 50 000 euros, et puis zéro, et sortir ça. Bon, moi, je pense qu'à la fin, il y aura un problème sur le rendu des travaux, mais après, ça, c'est que mon avis, selon sur qui elle tombe en prestataire. Mais, pour moi, il y a ça aussi. C'est si on part du principe que le bureau d'études est très bien spécialisé, hein, on peut en citer un avec lequel on travaille qui est spécialisé sur le sujet, comme Cap Téléco. Eux, ils sont vraiment spécialisés Bax, Effectivement. hein, ils font quasiment que ça. Et c'est pour ça qu'ils sont bons d'ailleurs. Et puis ils viennent d'anciens intégrateurs, enfin ils ont une vraie expérience pour le coup aussi de terrain avec les gens qui composent l'entreprise et le bureau d'études. Elle a supposé quand même, moi en tout cas je sais pas ce que vous en pensez, mais mon avis c'est qu'il faut un bureau d'études, c'est un sujet qui est trop complexe. En fait tu peux pas faire l'économie d'un bureau d'études, ça se gère pas comme ça. C'est trop complexe. Notamment du point de vue de l'architecture IT aussi, de tout ça, enfin de plein de trucs maintenant, enfin savoir quoi mettre, quoi réguler, ça se fait pas au doigt mouillé quoi. Donc là-dessus, et mon dernier point, c'est les marchés de conception-réalisation plus AMO. Donc marché de conception-réalisation, dans le droit public, en fait, dans le droit de la commande publique, c'est en gros, je confie à l'entreprise non seulement la partie audit, conception, que je travaille avec le client, puis la réalisation derrière. Est-ce que ça, c'est une bonne formule associée à ce qu'on appelle un assistant à maîtrise d'ouvrage, donc un conseiller quand même pour défendre le client et analyser ce que fait l'entreprise? Est-ce une bonne manière de faire? Ça, c'est la question. Donc là, pas de bureau d'études, pas de cahier des charges, pas de maîtrise d'œuvre. Moi, je pense, pour en finir là, parce que je vois que le temps tourne, ça dépend quelle entreprise. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont faites pour ça. Nous, par exemple, on a un service audit. Par contre, on fait pas de cahier des charges, c'est pas notre truc. C'est plus de la réflexion en fait, de conception par rapport à l'aspect financier, à l'aspect juridique. C'est peut-être là où on est fort justement là-dessus et de le mettre en lien avec le technique. Ça peut peut-être le faire, mais moi j'ai quand même la question du cahier des charges. Parce que de toute façon, des deux côtés, il y a des pour et des contre. Et c'est qui fait le cahier des charges, parce qu'à la fin, il faut quand même une copie très détaillée et un règlement de consultation. Enfin, il y a des implications quand même juridiques là-dessus. Et ce sera sûrement la conclusion. Les bureaux d'études et le décret VAX, quand ils sont spécialisés, c'est d'une aide incroyable et pour moi, c'est indispensable. Après, voilà, comme tout, il y a des bons, il y a des mauvais. Comme chez nous, il y a des bons, il y a des mauvais intégrateurs. C'est ça qui peut un peu déraper, mais dans l'idée, faites-vous accompagner. C'est ça le mot, je dirais, de la fin, justement, de cette session. Faites-vous accompagner, comme les consultants disent sur LinkedIn. Faites-vous accompagner, mais faites-vous bien accompagner, puisqu'on l'a vu, on en a parlé. Il y a pas mal de charlatans qui commencent à arriver dans ce domaine parce qu'ils sentent que ça se développe, qu'il y a une demande là-dessus et que d'autres secteurs commencent à baisser un peu. Hein. Il y a des bureaux d'études, on le voit sur LinkedIn, qui ont du mal un peu. Et donc, il y en a qui profitent de l'opportunité. Messieurs,
Merci, c'était un super podcast. Mesdames et messieurs, du coup, je vous dis à bientôt pour un nouveau format. On verra, il y aura aussi des invités qui vont passer dans le garage, dans ce podcast du garage. En tout cas, c'était bien, on a pu évoquer des sujets un peu différents, on a pu parler aussi un peu finance, donc c'était plutôt cool. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, enfin fin de week-end de Fin de Pâques, et week-end c'est les de Pâques, vacances ouais, d'avril qui arrivent, donc de très belles vacances de Pâques, même si j'ai dit sur le dernier podcast. Et je vous dis à très bientôt. Sur le terrain, dans bâtiment, on parle chiffres, contraintes, rendement. GTB, décret, tout c'est clair. Ici on discute vrai, on enlève les barrières. La brève de l'énergie, ça parle concret, ça parle la vie, technique, économie. La brève de l'énergie, tous les jours plus clair aussi.